s'ancrant un maximum dans le présent, là, tout de suite, maintenant, il y a comme une sorte de clarté quand on ressort. On n'est plus brassé par les agitations du passé ou angoissé par ce qui pourrait se passer dans le futur. On est là et c'est comme l'eau d'un lac où on arrête de remuer le fond, on voit ses pieds. Et là, c'est pareil à l'intérieur de soi, en fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Hello Cécile! Bonjour Mel. Et donc aujourd'hui, je suis super contente parce que j'ai réussi à enfin ramener une de mes super copines de Sydney autour de mon micro. Donc je suis vraiment contente qu'on puisse enfin avoir une conversation sur une expérience que Cécile a vécue déjà 2 fois et qu'elle m'a racontée à chaque fois avec énormément de paix intérieure, on va dire, mais je n'en dirai pas plus. Ça va ? Ça va très bien, Stressée ? Non, ça va. Ok. Et toi ? Bah moi ça va, mais je suis super contente, j'ai le sourire, je pense que ça s'entend. On va parler aujourd'hui de l'expérience Vipassana que Cécile a vécue. Pour la faire un tout petit peu courte, juste pour introduire le sujet, c'est une retraite de méditation dans le silence. Tu m'arrêtes si je me trompe. Mais en gros, pour vous donner une image, vous êtes assise en tailleur pendant 10 jours, dans le silence, sans avoir le droit de parler à qui que ce soit, sans avoir accès à la technologie. Et la suite, on va la découvrir dans quelques instants. Alors prenez donc un siège et installez-vous confortablement comme nous finalement. Alors Cécile, pour commencer, il y a un truc que je fais toujours avec les gens que je reçois, c'est que j'aime bien que les auditeurs puissent un petit peu s'imaginer qui tu es, puisque tout le monde ne te connaît pas encore. Mais la célébrité ne saurait tarder. Est-ce que tu peux nous donner 3 trucs qui te définissent dans la vie de tous les jours ? Avec toute la modestie du monde, je me décrirais comme formidable, sincère et drôle. C'est très drôle. Là, on peut rire. D'accord, très humble en tout cas. Tout à fait. Ça, on toujours. pourra le noter. Ça, on pourra dire que la retraite méditative nous rend, ou pas, humble. Alors, pour être plus exact, c'est un cours de méditation. D'accord. C'est pas une retraite. On ne s'y repose pas, on travaille très dur sur soi-même. Voilà, juste pour les termes exacts. Très bien. C'est parfait. Heureusement que tu me reprends. Merci beaucoup. Et écoute, on va commencer tout de suite. Alors du coup, Vipassana, cours de méditation que tu as vécu du coup déjà 2 fois dans ta jeune vie de femme. Est-ce que tu peux nous dire d'abord qu'est-ce que c'est exactement l'expérience Vipassana ? Comment tu décris toi ce que c'est quand on te dit mais qu'est-ce que tu as fait pendant les 10 derniers jours, Cécile ? Ok, donc dire ce que c'est exactement, ça va être compliqué, mais je vais pouvoir relater comment moi je l'ai vécu. Après, pour décrire le planning, entre guillemets, on arrive dans un centre, on se coupe du monde, pas de bouquins, pas de notes, pas de téléphone, on évite toute distraction, donc le sport, parler et interagir avec les gens. On va se lever à 4h30 du matin et se coucher à 21h. Et au long de cette longue journée, on va méditer environ 11 heures. Waouh ! 11 heures sans s'arrêter. Si, avec des pauses. Mais en tout, on a médité 11 heures, on est assis en tailleur, par terre, durant 11 heures de la journée. D'accord. Et quand tu dis on, il y a un groupe de personnes ou... On est en tout 80, 40 hommes, 40 femmes. Il y a la ségrégation sexuelle d'appliquer, donc on est séparés. Mais dans le temple, on se retrouve tous ensemble, mais divisés en 2. Waouh. Donc ça veut dire que du coup, pendant toute l'expérience Vipassana, tu vas pas voir de tes yeux, je veux dire, des hommes, tu vas être que avec des femmes. C'est ça que tu es en train de... On les voit dans le temple, mais c'est fait de telle sorte qu'il n'y ait pas d'interaction. On se retrouve tellement dans notre bulle qu'on les voit, mais on les regarde pas, on va dire. Ok. Donc pas de désir. Par exemple, ouais. Ok, d'accord. Et donc du coup, dans le silence complet, donc tu médites. Est-ce que, on t'apprend à méditer ? On te dit ce qu'il faut faire ou vraiment t'arrives, tu t'assois et puis tu, voilà, t'attends ? Non, on est guidé à chaque début de méditation. Et avant de prendre les 10 jours de cours, il y a vraiment un planning qu'on nous énumère pour qu'on ait connaissance de comment ça va se passer. Parce qu'encore une fois, on ne pourra pas parler et poser des questions. Donc, on nous matraque d'informations au départ. Okay.
Donc par exemple, les 3 premiers jours, c'est un certain type de méditation, on nous donne le planning, et les 7 suivants, c'est un autre type de méditation. Ce qu'ils appellent le noble silence commence le premier jour et se casse le 9e. Et donc c'est quoi le noble silence? Silence complet, aussi bien quand on déplace une chaise que la parole qu'on ne doit pas parler, quoi. Et qu'est-ce qui se passe si tu casses le silence? C'est juste pour éviter des distractions. Après, s'il y a un malaise ou quelque chose qui ne va pas, on peut se référer à la manager. Mais l'idée, c'est d'éviter toute distraction et d'être au calme le plus possible. D'accord. Et donc, tu as différents types de méditation. Ça veut dire que... Est-ce que tu peux juste un petit peu expliquer ces différents types de respiration? Ouais. Donc, en fait, les 3 premiers jours, on va se concentrer sur une toute petite partie du corps, qui est le triangle qui se situe entre le nez et la bouche. Donc la peau qu'on a à ce niveau-là, il va falloir apprendre à ressentir l'air qui passe et juste à observer sa respiration. Le but de ça, c'est vraiment du coup déguiser son esprit et d'avoir quelque chose de très affûté pour à la suite pouvoir faire la technique Vipassana, qui est de scanner en gros son corps et encore une fois, seulement d'observer ce qu'on ressent. Il n'y a pas de mantra, de visualisation ou de religion affrétée à ça. On est juste dans le moment présent à contempler ce qui se passe sans labelliser non plus pour éviter tout ce qui est rejet ou attachement. D'accord. Donc j'essaie juste Est-ce que si j'ai bien compris, c'est qu'en gros, quand tu dis scanner son corps, est-ce que ça passe par aussi scanner ses énergies, ses émotions, ses pensées? C'est purement physique. En fait, on nous dit de la tête aux pieds. Tu vas commencer, donc on va d'abord commencer de la tête aux pieds. Donc on commence par le haut de la tête et on va voir qu'est-ce qui se passe sur le crâne, sur le front, les yeux, le nez, la bouche, les joues, les mâchoires, nanana. Et on va descendre tout le long du corps et juste on observe, par exemple, le toucher des vêtements, une zone de chaleur, une zone humide, un chatouille ou quelque chose comme ça. Mais juste on est dans l'observation et on regarde ce qui se passe. D'accord. Et donc, en regardant ce qui se passe, ça te permet d'arriver à quelle conclusion? À être, en fait, dans le moment présent et à éviter tout ce qui est projection ou passé et avoir son esprit vraiment au calme. D'accord. Donc, ancré vraiment dans le moment présent. Exactement. Et ça, c'est une technique que, du coup, tu apprends à faire pendant ces 10 jours. Et c'est quelque chose qui, après, du coup, c'est pour que tu puisses l'utiliser dans ta vie de tous les jours? Exactement. On ne pourra pas faire 11 heures de méditation par jour chez soi, mais il recommande 1 heure le matin et le soir. Et en fait, en utilisant cette technique, en s'ancrant un maximum dans le présent, là, tout de suite, maintenant, il y a comme une sorte de clarté quand on ressort. On n'est plus brassé par les agitations du passé ou angoissé par ce qui pourrait se passer dans le futur. On est là, et c'est comme l'eau d'un lac où on arrête de remuer le fond. On voit ses pieds. Et là, c'est pareil à l'intérieur de soi, en fait. Waouh, j'adore cette image. Je suis en train de vraiment réfléchir et même de réfléchir à ce que tu disais tout à l'heure donc le triangle d'air entre le nez, c'est quoi? Le nez, la bouche? Donc, ça part de la pointe du nez jusqu'à la lèvre supérieure. Ouais. Et donc, du coup, ce qui se passe à ce niveau-là, l'air qui passe, par exemple, l'air qui va être plus frais à l'entrée et plus chaud à la sortie, c'est des choses qu'on apprend à ressentir et à observer. Et du coup, on n'a pas la place de penser à autre chose. D'accord. Donc on est vraiment là tout de suite maintenant avec sa respiration. Ouais. Et ce qui fait que c'est accessible à tous aussi. On n'a pas besoin de visualiser un dieu, un objet ou de répéter des mantras ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment avec soi-même. Waouh. Ça paraît fou. En fait, ça paraît tellement basique et en même temps difficile. C'est exactement ça. C'est accessible. C'est vraiment pour tout le monde. C'est universel et c'est pas scientifique, c'est expérimental. C'est que du ressenti et tout est expliqué avec des mots très simples et accessibles à tout le monde, clairement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres formes de méditation que vous apprenez sur place ? Donc par exemple, parce que moi je sais que par exemple j'essaie de faire de la méditation avec Petit Bambou, les trucs un peu comme ça, c'est de la méditation guidée, je crois qu'on appelle ça, avec vraiment des phrases qui te disent où te projeter, où projeter ton esprit, où aller, etc. Est-ce que vous avez des choses comme ça, ou c'est vraiment se focaliser sur le moment présent et la respiration comme ce que tu expliquais ? À chaque début d'heure de méditation, en fait, on va avoir SN Goenka qui nous fait des chants, et les vibrations vont nous aider à nous mettre
dans un état méditatif, genre concentré. C'est de l'hindi qu'il utilise, c'est que des belles phrases, voilà. Observer la réalité telle qu'elle est maintenant, mais il n'y a pas d'utilisation d'images ou de Dieu, il n'y a rien de religieux. Est-ce que tu peux revenir juste sur du coup les journées, comment se passent les journées pendant l'expérience Vipassana? Parce que du coup, oui, tu médites pendant 11 heures, mais j'espère quand même que tu peux manger, boire, bouger. Donc le premier réveil, c'est un dong, comme les petits moines, qui nous réveille à 4h30. À 5h, on est attendu dans un hall où on va être tous réunis pour la première heure de méditation. Toutes les heures, on a 5 minutes de pause où on peut aller marcher et s'étirer, si on le souhaite. À 8h, petit déjeuner. On reprend de 9h à 11h30 avec 5 minutes de pause entre chaque heure de méditation. Midi, 11h30, repas végétarien. On reprend à 13h ou 13h30, pareil jusqu'à 18h, toutes les heures, 5 minutes de pause. Et le soir, il n'y a pas de dîner, il va y avoir un fruit à 5h pour les premières années. Et les anciens étudiants, qui l'ont déjà fait, eux sont jeunes en fait, jusqu'au lendemain matin. Ok. Et après, on reprend la méditation jusqu'à 20h. Et à 20h, on a un discours de Goenka qui nous explique en fait la technique. Et c'est un monsieur vraiment formidable qui a toujours des histoires super drôles, plein d'autodérision et vraiment très très simple à comprendre. Ok. Waouh, c'est quand même... ça paraît super strict et drastique. Ça l'est. L'idée, c'est vraiment la discipline. Comme beaucoup, j'imagine, aiment le sport, entretenir son corps, nanana. Tout le monde s'impose une discipline assez dure pour avoir des résultats. Là, l'idée, c'est de nous charger avec un bagage plein d'outils. Et sans discipline ou structure, ce serait clairement impossible. Ça fait un petit peu militaire, mais c'est très bénéfique. Et par exemple, le régime alimentaire assez du coup restreint, on va dire, que vous avez, tu penses que c'est bénéfique en quoi? Alors déjà, le fait que ce soit végétarien, c'est aussi parce que au début de prendre le cours, on accepte 5 préceptes, dont celui de ne pas tuer, même les insectes. Donc gare à ceux qui veulent tuer un moustique, c'est strictement interdit par la loi. Donc tu dois te laisser te faire piquer par un moustique, d'accord. Oui. Ou le chasser gentiment, mais absolument ne pas le tuer. Et le fait de ne pas trop manger permet aussi au corps de ne pas gaspiller l'énergie dans la digestion, chose qui consomme énormément d'énergie. Donc l'idée, c'est vraiment de garder son état d'esprit clair et de ne pas avoir le corps concentré sur autre chose. Est-ce que du coup, tu te sens fatiguée pendant toutes ces journées-là ou à la fin des journées? Parce que... Pas du tout. On en vient à ne même pas trop dormir, tellement notre état d'esprit est reposé. Notre corps, clairement, il n'a pas besoin de repos vu qu'on est assis 11 heures par jour. Donc, on n'est pas fatigué du tout. On va avoir des douleurs physiques parce que rester assis plus de 10 heures par jour, c'est clairement un exercice très compliqué. Mais ça va être aussi ce qui va nous servir à nous enseigner la discipline et à éviter tout ce qui est rejet ou mauvais pressentiment et apprendre à observer sans choisir ce qu'on décide de ressentir en fait. On va parler dans 2 minutes de ce que toi, par exemple, tu ressentais personnellement. Mais juste avant, j'aimerais bien revenir sur les 5 préceptes dont tu parlais. Ouais. Juste pour revenir à, du coup, la discipline. Tu peux nous les énoncer? Ça commence par ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer, pas de contact physique et ne pas ingérer de substances telles que alcool ou drogue qui pourraient altérer l'esprit. D'accord, ok. Et ça, du coup, c'est à respecter pendant les 10 jours ou c'est quelque chose, tu t'engages à respecter ça pour le reste de ta vie, entre guillemets? Ça me paraît un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai que c'est l'idée d'une vie saine et pure. Ok. Mais à long terme, ça paraît compliqué quand même. Bah oui, un petit peu. Alors, je veux bien revenir sur tes journées méditation et du coup les journées dans le silence. J'imagine quand même que s'asseoir 11 heures en se concentrant sur sa respiration, il y a quand même des pensées qui flottent dans la tête, dans l'esprit. Ah oui. Ça ressemble à quoi, du coup? Tu peux nous parler de ton expérience à toi personnelle, si ça te dit. Ouais. Alors,
C'est vrai que ça va être compliqué de rester concentré que sur sa respiration. Et les premiers jours, en tout cas par exemple la première fois que je l'ai fait, donc il y a 4 ans, c'est vrai qu'on se rend compte que notre esprit part un petit peu vagabonder et on va mettre peut-être 15 ou 20 minutes à se rendre compte « Oh, mais j'étais pas du tout en train de méditer, quoi. » Et plus les jours passent et plus ce laps de temps où on réalise que notre esprit est parti vagabonder rétrécit, du coup c'est là qu'on se rend compte que, ok, effectivement, même mon esprit peut se calibrer, je peux gérer ça et ça devient super intéressant. Mais oui, comme tout, enfin, on baigne depuis notre plus jeune âge, on est là à fabriquer des pensées, des scénarios dans sa tête, à penser au passé, à imaginer le futur. Donc on se retrouve vraiment confronté à ce genre de démons, entre guillemets. Et c'est là qu'on se rend compte que notre cerveau charbonne énormément toute la journée, 24/7, 24 heures sur 24. Et ouais, c'est compliqué. Et comme notre esprit résiste, notre corps aussi, c'est là que surgissent vraiment les douleurs physiques pour nous faire justement bouger et retomber dans nos vieux schémas. D'accord. Et donc du coup, j'imagine que tu dois avoir des pensées positives tout autant que négatives, des angoisses. Est-ce qu'il y a du stress comment ça se passe? Comment tu gères ça? Parce que du coup, tu dois rester assis sans rien faire. Si tu as une pensée un peu triste qui arrive, tu vois, je réfléchis là, je sais que par exemple, moi, dans certaines méditations, je peux avoir des souvenirs qui ressurgissent ou du manque. Et du coup, ça va me rendre un peu, tu vois, chafouine, triste. Et dans ces moments-là, je sais qu'à la fin de ma méditation, je vais appeler quelqu'un et je vais appeler une copine et puis ça ira mieux. Comment tu fais, du coup, si tu as ce genre de pensée qui arrive? Ouais, donc ça arrive tout le temps, plusieurs fois par jour. Et avec Vipassana, du coup, on réalise qu'on a beau se refaire le scénario entre 10 et 20 000 fois dans sa tête, ça n'y changera rien. Et on apprend du coup que en faisant ce genre de choses, on se rend très misérable. Et l'idée, c'est vraiment justement de retourner à sa respiration, d'observer ce qu'on peut observer là, tout de suite, maintenant. Et comme aussi bien arrêter de se projeter et de se dire je ferai ci, je ferai ça, parce que le moment il n'est pas encore là, c'est pas quelque chose qu'on peut gérer. Et c'est pas quelque chose, comment dire, on peut l'éviter, on peut le minimiser, on peut pas vraiment l'éviter. Vipassana, c'est pour nous apprendre à justement être moins misérable et perdu dans ses pensées, dans des choses dont on n'a strictement aucun contrôle. J'adore, ça me parle beaucoup et je pense que ça doit parler à beaucoup de monde, les gens qui sont très... qui réfléchissent tout le temps, qui pensent tout le temps. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à se faire énormément de scénarios dans notre tête. Et en fait, parfois on a l'impression que c'est bien, que c'est bon, parce qu'on a l'impression qu'on rêve un petit peu. C'est un peu comme de la manifestation ou de la visualisation finalement. Vraiment de se projeter et du coup de ressentir des émotions un peu positives si ça nous arrivait vraiment, si ceci, si cela. Mais c'est vrai que le mot misérable que tu emploies, il me parle aussi parce que je me dis, parfois, ce qu'on a envie, ça n'arrivera pas. Et du coup, on se crée nous-mêmes du mal, des déceptions, de la tristesse, etc. Alors que si on décide vraiment de vivre dans le présent et dans le moment présent, comme tu le dis si bien, on s'ancre finalement sur la planète Terre, on va dire, et on peut pas être déçu puisqu'on est en train de vivre ce qui est en train de se passer. Exactement. Et en fait, Vipassana, c'est aussi nous apprendre à ne pas rejeter tout ce qui est inconfortable, mais à apprendre à vivre avec. Et c'est aussi apprendre à ne pas vouloir collecter que du plaisir, parce que être heureux, épanoui, c'est pas avoir plein de plaisir, c'est être en paix. Donc à vouloir rejeter des choses ou en chercher d'autres, on est loin de vivre paisiblement, on est tout le temps à l'affût de quelque chose. Quand tu dis vivre paisiblement, donc est-ce que ça veut dire qu'on doit être vraiment neutre au niveau de nos émotions? Est-ce qu'on doit pas être trop excité, pas assez? Enfin, comment ça se... Effectivement. Ouais, moi je le visualise un peu comme je suis sur un fleuve et il y a un côté tristesse, colère et un côté joie, plaisir, grandes émotions. L'idée c'est de savoir naviguer entre les deux. C'est un peu comme le soleil et la pluie. Il faut un peu des deux pour qu'il y ait un équilibre. Là, c'est exactement la même chose. C'est savoir naviguer tranquillement entre ces deux courants sans
tomber, se noyer dans l'orage ou être que à la recherche du soleil et des plaisirs. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'en sortant de cette expérience Vipassana, quand tu vas vivre dans ta vie de tous les jours, tu vas être moins surexcité à l'idée de quelque chose et moins super triste Exactement. Ouais, la courbe est beaucoup moins en montagne russe, ça va être beaucoup plus linéaire. D'accord. Parce qu'encore une fois, on nous apprend que être heureux et épanoui, c'est pas juste vouloir des trucs super beaux, super excitants, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus perturbateur pour l'esprit que ça, parce qu'après, il y a ce côté addictif, et on va être toujours à la recherche de ça, et négliger tout le reste à côté. C'est un petit peu dire, on est finalement heureux et en paix quand on est neutre, entre guillemets, quand on ne désire pas quelque chose, quand on ne désire pas le futur, donc quand on ne projette pas, etc. Et quand on n'est pas non plus en train de vivre dans ces traumatismes du passé. Ouais. Avec des guillemets, hein, c'est pas un exercice, on va pas devenir Bouddha en 10 jours non plus, mais l'idée c'est vraiment de vivre plus paisiblement en fait. Ouais, d'être moins dans les extrêmes, clairement. Ça me paraît fou en fait, c'est beau, c'est super beau ce que tu dis, ça me paraît fou dans le sens où par exemple... je parle de mon expérience personnelle parce que là c'est la mienne, mais je serais ravie de savoir ce que les auditeurs en disent aussi. Mais par exemple, moi je sais que quand je suis contente, je suis super contente, mais c'est à dire que tu vois, j'ai l'impression d'être un soleil quoi, j'ai mes petits rayons de soleil qui vont même flasher sur les gens autour de moi parce que je suis super contente d'un truc, du coup je vais encore plus vouloir le partager avec le reste du monde, et puis enfin tu vois, et ça fait un effet domino, et j'ai l'impression que ça va même donner un peu d'énergie positive autour de moi, et que c'est bon, tu vois. Et du coup ma question c'est au sens inverse, t'as le retour de bâton. Exactement. Quand t'es triste, t'es au fond du seau. Exactement. Donc c'est... Voilà, l'idée c'est d'être un petit peu plus... balancé. Un peu plus linéaire, balancé, Waouh, ok. Bon, on va revoir tout ça. Et du coup, là, toi, après cette expérience-là, donc tu l'as fait 2 fois, on va en parler dans 2 minutes, mais tu l'as fait 2 fois. Est-ce que après, du coup, ces 2 expériences-là, tu te sens vraiment... J'imagine que tu te sens changer, oui. Je veux bien savoir en quoi. Et surtout, est-ce que tu te sens beaucoup plus, du coup, linéaire dans ta vie de tous les jours, dans tes émotions, dans l'expression de ce que tu ressens, sans le jouer, je veux dire, vraiment que ce soit naturel. Ouais, bien sûr. Alors que ce soit naturel, encore une fois, c'est comme du sport, ça s'entretient, donc il faut pratiquer. C'est des nouvelles habitudes qu'il faut prendre. La première fois, c'était il y a 4 ans, et je sais qu'il y a eu un avant et un après. Mais quand là je l'ai fait, donc il y a seulement quelques mois, je me suis demandé mais qui est parti à ce cours de méditation il y a 4 ans, parce que clairement j'en ai pas du tout tiré les mêmes bénéfices, et j'avais oublié, j'avais presque tout oublié quoi. Je ne sais pas qui était allé à ce cours-là. Là cette fois-ci, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais j'espère que mes réactions sont beaucoup plus modérées. Encore une fois, on prend le temps d'observer ce qui se passe. Donc on n'est pas dans la réaction de l'instant T. Donc il y a beaucoup moins de dommages collatéraux aussi, clairement, parce que le jour où on est énervé et qu'on n'apprend pas à comprendre ce qui se passe, à s'observer, on va être dans la réaction. Réaction colérique, c'est rarement très bénéfique. Par contre, le jour où on apprend à délivrer un message avec bienveillance, douceur, quelque chose de structuré, tout de suite le message passe beaucoup mieux que... un message au lance-pierre ou à l'arbalète par exemple. Voilà, et du coup c'est aussi tout l'environnement autour de soi qui empathie pour le bien, d'avoir quelqu'un de paisible qui apprend à communiquer et à ne pas infliger sa misère aux autres. T'as un exemple de la Cécile d'avant qui faisait quelque chose que la Cécile d'aujourd'hui ne fait plus, avant-après expérience du coup? Alors malheureusement j'en ai pas qu'un. Mais on va donner le plus soft. Je vais être beaucoup moins dans le sarcasme et les réponses impulsives pour embarrer quelqu'un. Parce que j'ai compris que ça ne servait pas à grand-chose et qu'on n'avançait pas trop. Au contraire, on avait tendance à reculer. D'accord. Donc ça, c'est ce que tu faisais vraiment avant de façon... systématique. Ouais. Et qu'aujourd'hui, donc, naturellement, ça ne te vient plus à l'idée de... Pas naturellement. Il faut que je me contrôle, il faut que je me dise... Hey, réagis pas tout de suite, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Et déjà, juste le temps de cette réflexion, bam, on redescend, on n'est plus à chaud, et on se dit, ok, je vais faire ça,
qu'est-ce qui va se passer après, ça va engendrer ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, moi ce que je veux c'est la paix. Donc on réfléchit avant d'agir ou de parler. C'est beau. Ça me fait vraiment penser à ce que donc un de mes amis que j'ai aussi interviewé sur le même sujet mais du coup en anglais disait exactement la même chose, c'est que après l'expérience Vipassana, du coup à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose d'un petit peu difficile ou une situation compliquée, lui il avait un problème avec la colère, il était très colérique, donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive comme ça dans sa vie, il recule un petit peu de la situation, il prend vraiment 1 minute pour réfléchir à ressentir, mais comme tu disais tout à l'heure, il scanne son corps, voilà, juste pour ressentir, par exemple, si il a ses doigts qui se crispent, tu vois, s'il a son ventre qui se crispe, s'il ressent du stress au niveau de sa gorge, etc. Et en fait, le fait de scanner ça, ça le calme et ça lui fait comme redescendre sur terre un petit peu. Et du coup, il peut revenir dans la vie réelle et faire face à la situation sans avoir le côté colérique qu'il avait avant. Mais du coup, ce qui paraît fou, c'est que c'est pas que c'est pas naturel, mais c'est que, ouais, en fait, c'est un peu dans le contrôle quand même de tes émotions, j'ai l'impression. Est-ce que tu le vois comme ça, toi? Je pense qu'on apprend surtout à l'ego de se taire, en fait. La petite voix qui nous dit « Oh là, j'aurais fait ça, je l'aurais... Non, non, non. » Bah non, en fait. Là, t'as le choix. Soit on fait quelque chose de constructif qui fait du bien autour de soi, soit c'est l'ego qui parle, et globalement, c'est jamais vraiment très bon parce qu'on est dans un rapport de force. Ouais, ok. J'adore. Et du coup, tu l'as fait 2 fois, toi? Ouais. Alors pourquoi 2 fois? 2 fois, ça me paraît déjà énorme. Déjà 1 fois, déjà un jour, ça me paraît presque impossible. Mais alors toi, tu l'as fait 2 fois carrément. Alors, première fois, c'est vraiment juste par pure curiosité, par ma meilleure amie qui en venait et qui me disait que voilà, c'est un truc à faire 1 fois dans sa vie, ça apporte tellement pour la suite, pour apprendre à se contrôler, surtout quand on est émotive ou des choses comme ça. Pendant 1 an, j'ai pas trop écouté. J'étais curieuse de savoir ce qu'elle avait ressenti. Dieu merci, elle a fait le choix de pas trop me donner de détails pour pas me gâcher l'aventure si jamais un jour je voulais le faire. Et c'est cool qu'elle ait pas donné trop de détails. Et voilà, 1 an après, je me suis lancée. Donc je sais qu'il y a eu un avant et un après, mais je pourrais pas dire exactement quoi. Et après, moi je suis partie voyager, j'avais décidé que la vie c'était que les bons côtés. J'ai perdu toute discipline, toute structure. Et ça fait 2 ans que c'était un appel pour moi de le refaire. Covid n'a pas trop aidé, j'ai dû annuler 2 ou 3 fois. Et voilà, là j'ai pu le faire en début de cette année pour mon plus grand bonheur et à refaire, je referai. Pas dans 4 ans, peut-être encore dans 1 an ou 2, mais pour avoir un refresh, un rafraîchissement et pouvoir continuer à se développer et à comprendre cette magnifique technique, quoi. Et tu penses que c'est quelque chose qu'il faut faire peut-être régulièrement? C'est pas une expérience que tu fais une seule fois et après... Je pense que c'est difficile de le faire qu'une seule fois. En tout cas, j'espère, parce que c'est tellement bénéfique, apaisant. On ne se rend pas compte du pouvoir qu'on a sur son propre état d'esprit, qu'on s'inflige du mal aussi bien mental que physique. Moi, je pense que c'est à faire plusieurs fois dans sa vie. Eux, ils disent tous les ans. Bon, après, il ne faut pas oublier que c'est quand même 10 jours, donc il faut prendre des vacances. C'est pas des vacances découvertes, enfin si, de soi, mais voilà, c'est pas du loisir, c'est vraiment, on est là 10 jours, 10 heures par jour à travailler sur soi-même. Tous les 2-3 ans, ce sera un bon rythme. Tous les 2-3 ans, d'accord. Et alors du coup, tu dis que c'est pas des vacances... c'est des vacances découvertes de soi, c'est vraiment aussi un petit peu... Enfin, même d'ailleurs complètement se couper du monde. J'essaye un peu de visualiser vraiment l'expérience où du coup, t'es dans le silence complet, tu ne parles pas aux autres, t'es vraiment, en fait... Comme si on t'enlevait finalement à ta bulle quotidienne, à ta routine, et qu'on te mettait tout simplement d'un coup dans une bulle sans bruit, sans distraction, et du coup la seule distraction c'est toi-même, ta respiration, ton mental, etc. Est-ce que du coup, quand tu reviens à la vie, entre guillemets à la réalité, comment ça se passe? Parce que j'imagine que tu vois, 10 jours coupés de tout, c'est un peu, 10 jours coupés complètement. Alors c'est se couper du monde en s'y reconnectant vraiment aussi. Parce que du coup, on retourne à l'essentiel. C'est du détail, mais on va manger juste à sa faim, on va dormir juste de quoi se reposer. Certes, on ne va pas parler, on n'a pas toutes les distractions que la société nous offre aujourd'hui,
Mais on comprend aussi les éléments de son corps, qu'il faut de tout pour faire un monde, et des choses qu'on qualifie de bonnes et de moins bonnes. Du coup, se couper du monde, mais en fait, non, pas vraiment, en s'y ancrant vraiment. Et du coup, quand on retourne à la société, c'est là qu'on se dit qu'on est entouré de choses tellement superficielles et qu'on s'inflige énormément de choses pas simples, alors qu'au final, on n'a pas besoin de beaucoup. Waouh. Du coup, ça te donne envie de revivre dans ta réalité quand tu reviens de Vipassana à chaque fois que... Enfin, du coup, tu l'as fait 2 fois. Est-ce que tu... C'est quoi tu prends des mesures drastiques quand tu rentres? Oui, tout à fait. Il y a toute une liste de plein de bonnes volontés qui émergent, qui sont un peu comme les résolutions du nouvel an, mais des choses bêtes, les consommations d'alcool, on se rend compte que non, c'est vraiment du détail, ça. Mais comment dire, manger plus sainement, prendre plus soin de soi, que en fait, le bonheur, c'est aussi dans la structure et la discipline, c'est pas juste pump it up tous les jours de l'année. Ça permet vraiment, en fait, de se recadrer, restructurer, de s'auto-éduquer. Est-ce que tu as l'impression que maintenant d'avoir vécu ça, en plus 2 fois, est-ce que tu as l'impression d'être un petit peu déconnecté des gens qui peuvent être autour de toi, qui t'entourent et qui, par exemple, vont avoir tendance à se plaindre ou à être dans l'extrême, tu vois, ou comme tu disais tout à l'heure, les montagnes russes. Est-ce que tu as l'impression d'être déconnecté de ces gens-là? Non, parce que clairement, ça m'arrive aussi. Hein, on ne devient pas Bouddha en 10 ou 20 jours non plus, ou même en 1 ou 2 ans. Mais effectivement, ça permet de relativiser. Après, on n'est pas déconnecté de ces gens-là. On a plus, en fait, cette approche. On a l'envie d'être plus dans la compassion, de gentillesse et de soutien, et d'être un peu... de les contaminer de notre paix, en fait. On a envie de partager sans prêcher la bonne parole, sans dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, juste en montrant, encore une fois, entre guillemets, l'exemple. Je confirme que tu m'as contaminée en termes d'apaisement, en tout cas personnel. C'est vrai, et puis même, tu vois, le fait, je te le disais tout à l'heure, juste avant qu'on commence l'enregistrement, c'est la façon dont tu parles et dont tu es posée, tu vois, ton calme, en fait. C'est comme le sourire, tu vois, c'est contagieux. Et c'est vrai, tu vois, moi je sais que je suis un petit peu hyperactive sur les bords, et d'ailleurs, j'aimerais bien te demander, est-ce que tu penses que les gens hyperactifs peuvent faire cette expérience? Je sais que moi tu m'en as parlé déjà depuis un bon moment, que c'est dans ma tête, c'est sur ma to-do list quelque part. Personnellement, j'ai une peur énorme de faire cette expérience. Premièrement parce que j'ai tout le temps besoin de bouger, tu vois, là on est assises en train d'enregistrer, je sais que et je sens que mon corps... Elle a des spasmes, vous voyez pas, mais elle a des spasmes. Non, quand même pas. Mais tu vois, j'ai besoin... Ou même, tu vois, là, on fait une distraction, on est en train de discuter, on a une vraie bonne conversation, ça m'apaise, ça me fait du bien, et ça, je l'aurais pas. Je vais avoir une conversation avec moi-même, et moi, quand j'ai une conversation avec moi-même, je l'ai souvent, mais je veux dire, je sais que je suis dans les extrêmes. Quand tu disais tout à l'heure l'expression montagne russe, c'est exactement ce que je définis de mon mental dans ma vie, c'est que c'est toujours les montagnes russes. J'ai toujours vécu comme ça, et je sais que je suis pas la seule. Je sais qu'il y a énormément de gens dans ce cas-là, dans les extrêmes, dans tous ceux qui font du développement personnel et la découverte de soi. Tu commences à découvrir tes émotions, à les apprendre, à savoir que si t'as envie de pleurer, pleure, et puis si tu pleures beaucoup, c'est pas grave. Si t'as envie de rire, ris. Si t'as envie de rire aux éclats, ris aux éclats. Et du coup, on est très dans le c'est pas grave, c'est comme ça, tu vois. Et du coup, de revenir tout d'un coup à ce que tu disais tout à l'heure, finalement revenir à la nature et à une vraie réalité où c'est neutre et où on s'inflige pas la projection, le traumatisme, le manque, le blablabla. Du coup, on est complètement neutre. Ça me paraît loin, en fait. Ça me paraît loin, déconnecté de moi. Je pense que... C'est au Blue Mountains, c'est pas si loin. Voilà. C'est à 1h30 de train. De Sydney. Pour ceux qui sont à Sydney, mais ceux qui sont en France, j'imagine qu'il y aura d'autres centres. Ouais, bien sûr, il y en a pas très loin de Paris, d'ailleurs. Ouais. Alors, qui dit hyperactif, je pense que t'aimes l'aventure. Ouais. Le challenge. Voilà. Voilà, on y est. Je signe. Allez, on y va. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait, je pense que ton discours est tellement beau et tellement apaisant et on s'y projette vraiment. Mais après, du coup, quand on recule 2 secondes, on se dit quand même, ça veut dire que pendant 10 jours, je vais être confrontée à moi-même. Et je pense que c'est ça l'expérience aussi, c'est être nouveau. Ouais. C'est nouveau.
il y a une certaine peur, donc, parce que c'est nouveau, on a une certaine résistance. Plus tu vas résister, plus tu vas avoir des douleurs, mais vraiment incroyables. C'est la première fois, j'étais là. Oh mon Dieu, mais je savais pas que j'étais aussi vieille, que je pouvais avoir aussi mal aux jambes, aussi mal aux genoux, aussi mal au dos. Et on apprend en fait que non, c'est notre esprit qui résiste. C'est notre corps qui dit à notre esprit, vas-y, je vais te distraire. Là, tu vas avoir mal, tu vas avoir envie de bouger, de partir. Et en fait, le fait d'avoir toutes ces douleurs, ces distractions, ça permet vraiment au mental de s'endurcir et de se dire, non, je reste, je vais rester avec moi-même. Je vais comprendre ce qui se passe, je vais comprendre mes mécanismes et quand je vais sortir de là, ça va être vraiment la libération de tout ce que j'ai pu m'infliger avant. Encore une fois, c'est pas magique, je le répéterai jamais assez, mais c'est comme un entraînement de sportif, c'est au quotidien, il faut de la régularité. Du coup, t'as des outils que tu utilises aujourd'hui au quotidien grâce à Vipassana ? Ouais, je ne fais pas 1 heure par jour et 1 heure tous les soirs. J'essaye de méditer entre 30 et 45 minutes matin et soir. Ça prend du temps. En vrai, c'est de l'organisation. Du coup, il faut se lever plus tôt. Mais je pense que là, je m'y tiens franchement pas mal. L'idée, c'est que ça dure. On espère. Je ferai attention à ça. Ouais. Je vais vérifier. Pour revenir sur le point qu'on évoquait tout à l'heure, du coup, de se retrouver vraiment seul avec soi-même, ses pensées, ses peurs et ce que tu disais, discipliner son mental, ça me paraît compliqué parfois. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être seuls, de faire des choses tout seul, de s'asseoir tout seul, de rien faire tout seul. Il y a énormément de gens qui sont comme ça parce qu'on est, comme tu disais, dans une société où on a énormément de distractions, qu'on est tout le temps en train de vivre à 4000 à l'heure, on voit 15 000 personnes, on fait 15 000 projets, on n'est jamais seul. Et quand les gens sont un petit peu seuls et apprennent à être seuls, on apprend à être seul, mais peut-être, tu vois, dans une situation d'apaisement. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, qui vont voir la mer. Moi, je m'inclus dedans. Il y a des gens qui vont aller faire du sport tout seul. Mais du coup, il y a quand même un peu de, entre guillemets, distraction extérieure. Du coup, quand tu t'assois seul pour méditer et vraiment dans le silence, et comme ce que tu expliques depuis tout à l'heure, j'ai l'impression, la première chose qui me vient à l'idée, c'est, du coup, tout d'un coup, peut-être que t'as tous tes traumatismes du passé qui vont revenir dans ta tête. Ou alors tous les trucs qui te manquent, tu vois. Par exemple, il y a des gens qui sont jamais seuls, qui ont peur d'être seuls parce qu'ils ont peur d'avoir le manque d'amour qui leur saute aux yeux, tu vois, d'un coup, dès qu'ils vont se dire, ah purée, je suis toute seule, c'est ma réalité, tu vois. Et du coup, ils font tout le temps plein de trucs, ils sont tout le temps en train de faire 1500 soirées, ils sont tout le temps entourés de 1500 personnes parce qu'ils veulent oublier leur réalité qui est qu'ils sont seuls à la fin de la journée, tu vois. C'est pas quelque chose avec lequel moi personnellement je peux m'identifier. Après, encore une fois, oui, il y a plein de choses qui ressurgissent, des visages, des situations, des choses qu'on pensait avoir oubliées et qui reviennent en coup d'éclat. C'est juste impressionnant. Après, la peur d'être seule ou les traumatismes qui remontent, ça se traduit plus en pensée. Mais du coup, comme on est concentré à vivre le moment présent, on apprend aussi que du coup, les pensées ou les angoisses, c'est des choses qui viennent et qui s'en vont, comme les événements, comme les gens, comme plein de choses. Et que du coup, on n'est pas là à subir ce qu'on a pu vivre, en fait. On est plus dans la réalisation de plein de choses que de subir. D'accord. C'est beau. On va presque s'inscrire demain. C'est accessible. Voilà. Je t'ai inscrit par surprise. Tu décolles demain. Tu décolles demain. Super. Je suis prête à me taire. C'est accessible à tout le monde. Tu disais tout à l'heure. Tu penses que c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait faire une fois dans sa vie ? Je pense que c'est sincèrement une expérience que la planète entière devrait apprendre à faire. Je pense que les rapports humains en bénéficieraient vivement. Pour tout ce qui est structure et tout ça, c'est à base de bénévolat aussi, je sais pas si c'est bien de le dire, mais on donne ce qu'on veut à la fin. Soit on donne donc une somme, une donation. Après les 10 jours d'expérience. Exactement. D'accord. Ou alors on fait le choix en échange de donner 10 jours de sa personne pour faire le service à manger, le ménage, etc., etc. Et pour en revenir à tout ce qui est les hyperactifs, les gens qui ont peur d'être seuls, en fait, justement, ça va être peut-être 10 jours compliqués, là, à ce moment-là, mais pour un bénéfice à vie, en fait, pour apprendre à se battre contre ces démons au quotidien.
J'adore. Je trouve que c'est comme tu dis, je pense que c'est le type d'expérience qu'on devrait tous peut-être tenter de vivre. Et puis je sais que tu m'avais parlé aussi de la possibilité de faire 3 à 4 jours peut-être aussi de retraite. Il y a des petits week-ends organisés pour les frileux. Et effectivement, par contre, c'est des choses qui partent vraiment très très vite. Il faut s'y prendre très tôt à l'avance. Déjà, les 10 jours, c'est au moins... faut s'y préparer. Les inscriptions s'ouvrent 3 mois avant les 10 jours de cours. Et sincèrement, en 45 minutes, on est déjà sur liste d'attente. Ah oui, c'est vraiment quelque chose qui est demandé. C'est très rapide. Après, ça c'est à Sydney. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais j'imagine que si les gens cherchent retraite Vipassana, ouais. D'accord. Est-ce que tu as un tout dernier conseil pour les gens qui sont encore un tout petit peu mini frileux, mais qui aimeraient bien franchir le pas? C'est quoi le tout dernier conseil que tu aurais aimé qu'on te donne avant ta première retraite et que tu aimerais bien donner aujourd'hui? De prendre son courage et vraiment de vivre sa propre expérience de soi-même. Là, tout de suite maintenant, là, c'est à quelques clics de vous en vous inscrivant. Ça apporte vraiment une richesse personnelle et il y a plein de pièces qui s'assemblent, quoi. Il y a une compréhension de soi et la tolérance de soi et l'acceptation de soi et de comprendre qu'on est largement assez soi-même. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école et la méditation permet d'acquérir quand même ces belles pensées de soi-même et de comprendre qu'on n'a pas besoin justement de toutes ces distractions autour. Merci Cécile, c'était une super jolie discussion, merci beaucoup. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez appris une chose ou deux, ou 3, ou plus, et que ça vous a donné envie de vous apaiser un petit peu plus avec vous-même, de vous apaiser l'esprit, et peut-être, pourquoi pas, de faire cette expérience Vipassana. Merci encore Cécile. Je t'en prie. Dans 1 mois, c'est moi qui t'interrogerai pour ton expérience Vipassana, savoir comment ça s'est passé. Comme ça, voilà. Merci à toutes et à tous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager, ça m'aiderait beaucoup. Et ce qui m'aiderait encore plus, c'est d'avoir vos feedbacks, vos retours et puis vos questions. N'hésitez pas. Merci à toutes et à tous. À bientôt.